qu'arriverait-il? La réalité, c'est que le système de distribution alimentaire aujourd'hui ne sera plus pertinent demain. Qu'arriverait-il? La vérité, c'est que pour que vous surviviez dans l'avenir de cette industrie mondiale, ce sera votre responsabilité, non seulement de fabriquer de bons produits, mais de les vendre également. Ce sera votre responsabilité, non seulement de solliciter les consommateurs, mais les clients également. Ce sera votre responsabilité, non seulement de faire en sorte que vos produits se retrouvent sur la tablette, mais dans le panier d'épicerie. En avez-vous assez de la soupe à la corde entre les fournisseurs et les producteurs? Les consommateurs, oui. Le paysage change. Les gagnants vont voir cette soupe à la corde devenir une expérience positive pour les consommateurs. Ce n'est pas une question de faire de bons produits à vendre, mais de vendre les bons produits que vous fabriquez. L'industrie alimentaire est difficile et Peter Chapman y travaille depuis 30 ans. Il a commencé dans un magasin. Il a travaillé avec Loblaw pendant 19 ans. Il a travaillé avec des fournisseurs d'un océan à l'autre. Plusieurs personnes veulent entendre ce qu'il a à dire sur la vente de la nourriture. Il a écrit un livre pour aider les fournisseurs à aider les détaillants. Il a l'air élégant dans un filet alimentaire. Il est là pour vous aider à mettre davantage de vos produits dans le panier d'épicerie des consommateurs. Accueillons ensemble Peter Chapman. Je peux faire toute la session en français, mais ce n'est pas possible. Je suis né ici au Québec, mais quand j'étais 11 ans, on a déménagement à le Canada Atlantique. Et si je fais la session en français, j'ai peur que je vais oublier trop de mots et peut-être je ne peux pas lire le content propre. Mais si on parle plus tard aujourd'hui et vous parlez lentement, je comprendrai et je vais essayer de parler en français aussi. So good morning. Alors, bonjour. J'aimerais que vous regardiez la personne à votre droite. Regardez cette personne, la personne à votre droite. Maintenant, regardez la personne à votre gauche. Peut-être que vous connaissez ces gens-là et je suis convaincu qu'ils font ce qu'ils font très bien. Mais voici la réalité. L'industrie alimentaire change si rapidement. Probablement 1 sur 3 d'entre vous ne serez plus dans l'industrie dans 5 ans. Et l'industrie alimentaire est en train de changer. Laissez-moi répéter, l'industrie alimentaire a changé. C'est une entreprise difficile. Pour ceux d'entre vous qui êtes producteurs ou transformateurs, vous travaillez avec des transformateurs ou producteurs. Vous avez beaucoup d'argent investi. Ça vous prend de nombreuses heures pour passer à travers la chaîne de production. Mais voici la réalité. Si le consommateur ne choisit pas votre produit, ne le met pas dans son panier d'épicerie, vous avez travaillé pour rien. Maintenant, j'ai eu le privilège de travailler dans l'industrie alimentaire depuis plus de 30 ans. Comme on dit dans les provinces maritimes, j'ai commencé à 10 ans. Donc, j'ai commencé à travailler dans un magasin. Et quand je me souviens de mon temps dans l'industrie, en travaillant dans ce magasin, quand je travaillais pour Loblaw et que je devais livrer 550 millions de dollars de ventes dans plusieurs départements de fruits et légumes à tous les ans, et j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec des producteurs et des transformateurs. Il y a une chose qui me reste à l'esprit que je ne peux pas oublier. Voyez-vous, c'est le consommateur. S'il ne choisit pas les produits que nous produisons avec autant d'efforts, on ne gagne pas. On ne gagne pas. Si le consommateur ne choisit pas votre produit et ne le met pas dans son panier d'épicerie. Et la façon dont l'industrie change si rapidement, mon panier d'épicerie va peut-être être une pièce de musée bientôt. Donc, il y en a parmi vous qui vous dites, Peter, c'est l'industrie alimentaire. Les gens doivent manger. Et je suis d'accord, ils doivent manger. Mais ils ne mangeront peut-être pas ce que vous produisez. Et des fois, on met des œillères quand on ne voit que notre industrie. Donc, maintenant, prenez quelques instants pour penser à d'autres industries. Pensez aux gens qui travaillaient à des compagnies qui faisaient des téléphones à cadran. Vous vous en souvenez de ceux-là? Est-ce qu'ils croyaient que leur industrie allait changer, croyez-vous, et qu'ils devaient être à l'avant-plan du changement?
Qu'en est-il des gens qui se levaient à 4 heures le matin pour imprimer des quotidiens et les livrer partout au pays? Pensez-vous qu'ils croyaient qu'un jour l'industrie changerait ou comment on consommerait les nouvelles changerait tant que ça? Donc, vous voyez, il faut être devant le changement. Et voici la vérification de réalité pour moi. Ce n'est pas une question de fabriquer de bons produits pour vendre, c'est plutôt de vendre les excellents produits que vous fabriquez. Pensez-y pendant une seconde, parce que je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes dans cette salle qui travaillent très fort à faire de bons produits. Mais ce n'est pas une question de faire d'excellents produits pour les vendre. Il faut que vous vendiez ces excellents produits que vous fabriquez. Quand je travaillais avec l'Obla, nous avions des réunions trimestrielles avec Richard Curry, qui a été le président pendant très longtemps, et peut-être même que vous l'avez connu. Si oui, vous avez probablement eu la même impression que moi. C'était un type très intimidant. Donc, à ces examens trimestriels, il était au bout de la table et après qu'il était clair qu'on avait fait tout ce que nous devions faire, on atteignait nos chiffres de vente et de profit, il nous regardait et il regardait par-dessus ses lunettes de lecture et il avait un regard terrible dans ses yeux. Il regardait à travers vous et il disait, je veux vous rappeler que l'industrie alimentaire, c'est 5 stratégie et 95 exécution. Donc, allez dans les magasins et exécutez. Quand vous avez 20 ou 30 ans et que quelqu'un vous dit ça, vous vous dites, hey, il faut que j'aille dans le magasin faire ma job. Et cette 5 stratégie et 95 exécution, je m'en suis toujours souvenu. Et il y en a qui disent peut-être, Peter, il a raison, c'est 95 exécution. Il faut que le produit se retrouve dans le panier d'épicerie. Mais ça doit inclure la vente. Il faut que vous vendiez les produits que vous fabriquez dans cet autre 95 Maintenant, j'ai mentionné que l'industrie alimentaire change et elle change rapidement. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué en janvier, tous nos détaillants canadiens, tous ceux au Québec, avec l'exception de Costco, se sont engagés à diminuer le gaspillage alimentaire au Canada de 25 ou plutôt de 50 d'ici 2025. Et je ne sais pas si vous avez regardé les chiffres de près, mais comprenez-vous que la croissance annuelle d'Amazon, pas les ventes totales, juste la croissance d'une année à l'autre, dépasse les ventes totales de Loblaw, des compagnies Loblaw. Et je ne sais pas si vous avez regardé les autres chiffres. Ici, Nielsen nous dit qu'en Asie, 25 des consommateurs achètent leur nourriture par téléphone maintenant. Et la plupart s'attendent à ce que ce soit livré en moins d'une heure. Donc, l'industrie alimentaire change et il faut être devant le changement. Qui ici a visité Disney? Donc, presque la moitié de la salle a visité Disney World. Et pour moi, ça illustre qu'ils vendent très bien leurs produits. Il y a plusieurs années, on a visité Disney en famille. Et ma fille la plus jeune, Grace, m'a dit le matin, « Papa, je veux aller sur Space Mountain. » Et si vous êtes comme moi, je me disais, oh, merveilleux, je déteste les montagnes russes. Je ne les aime pas du tout. Avez-vous vu les gens qui les construisent? Mais bon, vous amenez votre famille à Disney et il faut aller sur les manèges. Donc, je me suis dit, d'accord, c'est merveilleux, on va aller sur Space Mountain demain matin. Alors, voilà une photo de Grace devant Space Mountain. Pour ceux d'entre vous qui êtes allés à Disney, est-ce que vous connaissez les files d'attente? Il y a une longue file d'attente qui se serpente. Donc, Grace, lorsqu'on est arrivé au début de la file, Grace était en train de trembler. Elle vibrait. Et je la regardais. Et je disais, calme-toi, calme-toi. Et elle se cognait sur les gens, elle se cognait sur les rampes. Je disais, Grace, Grace, est-ce que ça va? Calme-toi. Je suis parfaite, papa, je suis parfaite. Es-tu sûr que tu veux aller sur le manège? Tu as l'air troublé. Non, papa, je suis correct. Je suis juste excifrayé. Tu es comment? Je suis excifrayé. Je suis excité et effrayé tout à la fois. Et c'est ce que je veux
que vous fassiez avec l'industrie alimentaire. Je veux que vous soyez excités par les occasions devant nous, mais aussi effrayés parce que le rythme de changement dans l'industrie se produit si rapidement et nous devons suivre les consommateurs, suivre les clients pour s'assurer que vous avez toutes les chances de faire en sorte que votre produit se retrouve dans leur panier d'épicerie. Maintenant, une des choses que j'adore de cette industrie, c'est qu'on aime passer à l'action. Donc, on devrait passer à l'action. Et je veux partager avec vous le processus qu'on utilise chez Skillfood Food quand nous travaillons avec nos clients. Et c'est vraiment une recette pour faire en sorte que davantage de votre produit se retrouve dans davantage de paniers d'épicerie plus souvent. Et le premier ingrédient essentiel de cette recette, ce sont les consommateurs. Nous devons commencer avec les consommateurs. C'est eux qui sont les moteurs du changement. Il faut comprendre ce qu'ils font. Le deuxième ingrédient, c'est l'alignement. Vous devez avoir un alignement avec vos clients. On ne doit pas oublier que c'est à eux qu'on vend votre produit. Et le troisième ingrédient, c'est un plan de détail. Vous avez besoin d'un plan de vente. C'est votre rôle. Et le quatrième ingrédient essentiel, et c'est le plus difficile à obtenir, mais c'est possible parce que je l'ai vu, c'est la confiance. Donc, miraculeusement, ces 4 ingrédients épellent le mot « cart ». C'est parfait pour moi. Ça veut dire panier en anglais. Donc, on va commencer avec les consommateurs. Les consommateurs changent. Et à l'écran, donc ça, si c'était une petite foule, je leur demanderais qu'est-ce qu'il y a sur la photo et les gens me diraient « Ah, c'est du pissenlit ». Mais la question n'est pas le pissenlit. C'est une question du radis huileux. Le radis huileux, c'est quelque chose qu'un de mes clients produit entre ses rangs de maïs sucré à la fin de l'année et l'enfouissent et ça devient un nutriment dans le sol pour la prochaine culture. Un jour, ils ont eu du maïs sucré et ils le vendent à leurs clients. Et une dame est allée à la personne au kiosque de maïs sucré et a dit « Ce qui pousse sur le sol, est-ce que je pourrais en avoir? » Et l'étudiant du secondaire qui travaillait là, elle a dit « Oui, d'accord, j'imagine. » Et ils vont l'enfouir, pas de problème. Donc, la dame en a pris un petit peu et le lendemain, par contre, elle a amené 30 de ses amis et on a eu une récolte complète du radis huileux dans le champ de maïs. Et si vous êtes producteur, je sais que vous aimez bien que les gens entrent dans vos champs et prennent ce qu'il y a là. Ah, c'est pas grave, ils prennent ce dont ils ont besoin, c'est correct. Non, ça marche pas comme ça. Donc, le producteur propriétaire du terrain est entré, c'est un grand type, il est allé, il dit « Qu'est-ce qui se passe ici, mesdames et messieurs? » Et la dame a dit « Eh bien, la personne au kiosque a dit qu'on pouvait en récolter. » Il a dit « Oui, mais un peu, c'est un peu, pas des sacs à déchets pleins. » Mais la dame a dit « Mais est-ce que je peux vous expliquer ce que je fais avec? » Il a dit « D'accord. » On vient d'immigrer au Canada de la Syrie l'an dernier et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis qu'on a quitté la maison. Et ils bouent les feuilles pour faire du thé, ils utilisent les racines pour la cuisson. Ils étaient si heureux de trouver ce produit qu'ils n'avaient pas vu depuis leur arrivée au Canada. Donc, ça vous montre à quelle rapidité les consommateurs changent. Voici quelque chose qu'on va enfouir pour enrichir le sol et ces gens étaient si heureux. C'était un goût de chez eux qu'ils n'avaient pas vu depuis des mois. Donc, les consommateurs changent et il faut suivre le rythme du changement. Maintenant, au Canada, nous construisons de beaux magasins. Bien, je le pensais quand je travaillais chez Leblanc, en tout cas, mais le magasin moyen dans notre marché a environ 35 000 SKU, 35 000 produits dans un métro, là où IGA ici. Et ça, c'est la partie de participation de l'auditoire aujourd'hui. Pouvez-vous deviner combien de ces 35 000 produits la famille moyenne achèterait dans une année? Et pour la première personne qui est proche, j'ai un exemplaire de mon livre à vous donner. Donc, vous pouvez crier combien des 35 000? Et si vous le faites en français, dites-le lentement. Combien de ces 35 000 SKU croyez-vous que la famille moyenne achète dans un an? Combien? 500. 200. Qui a dit 200? 200. Je vais vous donner un exemplaire de mon livre plus tard, alors venez me retrouver plus tard. Donc, en fait, c'est environ 260 de ces articles. Et vous êtes plus près que plusieurs auditoires. Il y en a qui vont dire « Ah, 2000! Ah, on aimerait vous avoir comme client, n'est-ce pas? »
Donc, les consommateurs restent avec leurs habitudes. On achète ce qu'on aime et on continue à l'acheter parce qu'on n'aime pas gaspiller de l'argent sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, si vous voulez que vos produits se retrouvent dans les paniers d'épicier, vous devez comprendre comment briser cette habitude. Moins de 1 des articles dans un magasin sont achetés par la famille moyenne. Alors, pourquoi achètent-ils? On a parlé de qui ils sont. Maintenant, pourquoi achètent-ils? Croyez-vous qu'ils achètent le fromage dans le magasin IGA parce que c'est 3 pour 15 $? L'achètent-ils parce qu'ils adorent le fromage ou l'achètent-ils parce que c'est du fromage québécois? Vous devez le comprendre si vous voulez réussir dans cette industrie. Est-ce qu'ils achètent ces produits parce que ce sont des emballages produits de la mer frais ou parce que c'est pratique? Si vous voulez réussir, vous avez à répondre à ces questions. C'est votre rôle, votre tâche. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît ce produit? Ça s'appelle Flat Tummy Tea. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce produit? Wow! Un marché inexploité. Donc, le thé Flat Tummy est un produit qui se vend uniquement sur Internet. Ils ont environ 1,7 gens qui les suivent sur Instagram. Et le marché cible est très précis, des femmes de 18 à 28 ans. Et si vous buvez ce thé, vous allez changer votre apparence physique. C'est presque garanti. Mais voici ce qu'il y a pour moi. Si vous regardez le prix sur ma diapo, vous allez voir qu'une provision de 2 semaines de Flat Tummy Tea est livrée chez vous à toutes les semaines pour la somme nominale de 45 $. Maintenant, quand je travaillais chez Loblaw, nous avions de la difficulté à vendre 72 sacs de thé à 4,99 $. Et vous allez leur donner leur carte de crédit. Et il y a plusieurs personnes qui le font. Ils leur donnent leur numéro de carte de crédit et ça arrive à toutes les 2 semaines pendant 40 à 49 $. Et quelle aubaine! Mais ils connaissent leurs consommateurs. Habituellement, quand je pose la question s'il y en a qui le connaissent, il y a quelques mains qui lèvent et habituellement, ce sont des femmes dans le marché cible. Et voici ce qui apparaît sur leur site Web. À chaque fois, si vous allez sur le site Web, il y a une autre belle femme. Maintenant, ils savent qu'ils parlent directement à leurs consommateurs. Pouvez-vous imaginer, à mon époque, à Loblaw, et s'il y avait une dame qui achetait des bananes et si je disais « Hey bébé, merci d'avoir acheté ça », qu'est-ce qui me serait arrivé? Mais ils connaissent leurs consommatrices, ils ont cette relation et ils peuvent lui parler à elle. Une autre chose au sujet de comment ils achètent. Maintenant, les gens parlent de cuisson intelligente. Ce n'est pas simplement rechercher ce que vous allez acheter sur Internet, c'est aussi comment le préparer. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'utilisez pas Flip pour aller aux annonces et Epicurious pour cuire, vous devez embarquer sur le bateau parce que les gens cuisent avec une cuillère dans la main droite et leur téléphone dans la main gauche. Il faut savoir comment travailler. Et les kits alimentaires, vous pouvez aller chez Metro, vous pouvez faire livrer HelloFresh, livré à la porte. Il y a différentes façons pour les consommateurs d'avoir accès à votre produit. Et ça, c'est intéressant ici. Ça, c'est le Dash d'Amazon. Pour 4,99 $, Amazon va vous envoyer ce bouton Tide que vous pouvez mettre sur votre laveuse. Ils vont aussi vous donner un crédit de 4,99 $, donc c'est comme si c'était gratuit. Vous le mettez sur votre laveuse et chaque fois que vous manquez de Tide, vous appuyez sur le bouton. Et Amazon, par magie, va vous livrer du Tide à la porte. Ces gens n'achètent que parce que c'est pratique. Ce n'est pas une question de prix pour eux. Ils ne regardent pas les publicités. Ils appuient le bouton. Donc, quand je faisais ma recherche pour partager ces idées avec vous, voici ce que j'ai également trouvé. Non, je ne suis pas combien d'entre vous en utilisez assez pour avoir besoin d'un bouton pour des sous-vêtements. Et ensuite, j'ai réfléchi. En tant que personne qui donne des conférences, qu'est-ce que je ferais avec ce bouton? Bon, enfin, je ne sais pas là. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas encore au point. Bon,
Lorsque nous parlons de comment les consommateurs achètent, voici comment nous établissons une catégorie dans un magasin. Ça, c'est un magasin Loblaw local en Nouvelle-Écosse. J'ai pris mon téléphone intelligent et j'ai pris une photo de la catégorie des pâtes. Voilà ce que vous allez voir. Maintenant, on parle de magasiner sur Internet. Donc, avant de venir ici, je me suis dit, OK, voyons comment c'est de magasiner les pâtes sur le site web Métro. Donc, j'ai mis le code postal de Drummondville et ensuite, j'ai fait une recherche sur les pâtes et j'avais le bon mot en français. Donc, le problème, ce n'était pas le français. Donc, voici ce que l'on voit. Des herbes qui vont avec des pâtes. Nous voyons du beurre à l'ail. Nous voyons quelque chose de la section des produits de la mer. Et voilà ce que les consommateurs vont trouver s'ils font une recherche sur pâtes sur le site web de Métro. Et voici ce qu'ils vont trouver s'ils recherchent pâtes fabriquées au Québec, des tortellini Catelli et 2 sortes de sauces. Donc, si vous êtes dans la catégorie des pâtes, je vous suggère d'appeler vos amis chez Métro pour leur dire « Hey, on a un problème, on a un problème », parce que les gens ne nous trouveront pas. C'est votre rôle de faire ça. Lorsque les détaillants entrent dans les nouveaux médiums, c'est à vous de comprendre ce qu'ils font avec votre produit. Donc, une fois qu'on comprend qui ils sont, comment ils utilisent vos produits, pourquoi, il faut ensuite comprendre où ils achètent. Et vous avez des choix. Une tablette n'est pas toujours une bonne tablette. Ça, c'est notre paysage alimentaire canadien. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'options et des endroits où ils peuvent vendre votre produit. Je n'ai pas terminé. Vous pouvez aussi vendre vos produits à des magasins de spécialité. Il y en a de très bons au Québec. Vous pouvez vendre directement dans des pharmacies maintenant. Pourquoi les compagnies Loblaw ont-elles acheté Pharmaprix? Pourquoi Métro a-t-il acheté Jean Coutu? C'est un autre canal de distribution alimentaire. Et probablement le cannabis aussi. Bon, ça, c'est notre histoire. Et en ligne aussi. Il y a encore plus d'options. Vous pouvez le faire directement si vous le voulez. Vous pouvez voir comment tous les détaillants le font. Donc, il y a tant de différents endroits où les gens peuvent avoir accès à votre produit. C'est important pour vous de trouver les bons. Si vous voulez réussir, ce n'est pas simplement une question de le mettre sur la tablette. Alors, pour moi, quand nous pensons qui sont les gens qui achètent votre produit? Pourquoi achètent-ils vos produits? Comment les achètent-ils? Et où les achètent-ils? Quand vous commencez à comprendre tout ça, maintenant, vous avez une meilleure chance de faire en sorte que tous ces produits que vous avez travaillé si fort à produire, à se retrouver dans le panier d'épicerie. Vous devez commencer avec le consommateur. C'est si important de commencer avec le consommateur. Quand vous le faites, vous commencez à comprendre. Vous avez une meilleure chance de faire en sorte que votre produit va se retrouver dans le panier d'épicerie. Maintenant, parlons d'alignement. Alignement à votre client au détail. Et souvent, c'est une relation d'adversaire. Mais quand vous les comprenez mieux, vous pouvez commencer à déterminer comment faire des choses qui vont faire une différence pour eux. Qui ici est déjà allé à Trader Joe's? Il y a quelques mains qui se lèvent, pas beaucoup. Donc, si vous ne l'avez pas fait, si vous avez la chance, Trader Joe's, c'est un bon magasin à visiter. Ils sont amusants. Ils rendent le magasinage alimentaire amusant. Quand, après notre deuxième enfant, ma troisième enfant plutôt après la naissance de Grace, je suis mieux de ne pas faire cette même erreur, mon épouse et moi, on a eu la chance d'aller à Las Vegas. Donc, c'était notre grande sortie. On n'avait presque rien fait avec les enfants à la maison, les couches, le chien, tout ça. Donc, on a passé 4 jours à Las Vegas. On n'avait jamais visité la place avant. Donc, on est arrivé, je suis le genre de gars, on entre dans le taxi, on pose des questions au chauffeur parce qu'il connaît ce qui se passe. Donc, j'ai posé la question au chauffeur de taxi. Est-ce qu'il y a des Trader Joe à Las Vegas? Et il a dit, ah oui, il y en a entre ici et votre hôtel. Et Jennifer m'a regardé, elle dit, non, pensez-y même pas. Bien, j'ai dit, écoute, c'est ma tâche. Je peux dire qu'ils doivent visiter des magasins quand ils voyagent. Et on était là pour 4 jours. Et elle a dit, on ne passe pas notre temps dans une épicerie. Donc, j'ai perdu cette bataille-là, mais j'ai réussi à visiter un Trader Joe's la fois suivante. Donc, visiter ces magasins. Et voici ma liste de magasins à visiter pour vous. Si vous avez la chance de voyager, essayez de visiter ces magasins. Et ce sont ceux qui peuvent vous donner le plus d'idées de ce qui se passe dans le marché. Et vous pouvez voir H.E. Bud
Todd est au Texas. Central Markets, un des plus importants détaillants. Wegmans à New York et dans la Nouvelle-Angleterre, des super magasins. Quand j'étais à Largo, là, nous, on allait chez Wegmans pour voler leurs idées. On allait là-bas et disait « Hey, j'ai une bonne idée ». Et tout le monde disait « Ah oui, c'est vraiment bien ». Costco, ça, c'est mon exemple du meilleur détaillant alimentaire à avoir une vision commune de haut en bas de l'organisation sur ce qu'ils veulent faire. Si vous parlez à quelqu'un qui travaille chez Costco, ils rament tous dans la même direction. Aldi, un bon exemple d'un magasin à escompte qui est en train de marcher à travers les États-Unis maintenant. Donc, si vous voulez voir comment faire de l'escompte, visitez Aldi. Fortinos à Toronto, un bon exemple de magasin franchisé. Longo's, un autre bon exemple d'une petite chaîne qui peut concurrencer dans un marché concurrentiel. Trader's Joe's, je l'ai déjà mentionné. Et maintenant, Whole Foods. Et il faut continuer à surveiller Whole Foods, surtout maintenant à cause de l'influence d'Amazon, parce que nous devons voir ce qu'ils font. Donc, allez visiter ces magasins. Maintenant, la prochaine chose que je veux partager avec vous au niveau de comprendre vos clients, je le sais, si vous êtes un producteur ou un transformateur, une des choses qui vous frustre le plus, c'est quand vous produisez un produit et vous le vendez à Metro, Sobeys, Loblaw, peu importe, vous leur vendez pour 2 $ et ensuite vous entrez dans le magasin et vous voyez qu'ils le vendent pour 3,79 $. Et vous vous dites, « Hey, regardez tout le profit qu'ils font grâce à mon produit. Moi, je ne fais que 10 cents. » Mais la réalité, c'est que ce n'est pas tout du profit et des fois, on l'oublie. Donc, je partage un état financier qui vous montre que si la marge brute est de 30 %, vous voyez tous les coûts qui doivent être payés pour qu'eux vendent leurs produits. Si vous regardez leurs chiffres en bout de ligne, il leur reste environ 1,5 %. Donc, c'est pas aussi riche qu'on pourrait le penser. Donc, il ne faut pas se mettre en colère. Il faut plutôt se demander comment vendre le produit. Nous avons fait un si bon travail dans cette industrie à former les consommateurs à rechercher les aubaines. Et quand vous voyez ce chiffre de A.C. Nielsen, que 36 % des ventes et presque la moitié du tonnage vendu aux caisses et sur un rabais temporaire de prix. Ça veut dire que c'est dans la circulaire, ça veut dire que c'est dans le spécial à magasin, ça veut dire qu'il y a des points de fidélité rattachés. Il y a une forme de rabais qu'on offre aux consommateurs. Mais ça, c'est la réalité du jeu que l'on joue. Donc, quand vous développez des produits, quand vous développez des programmes, vous devez jouer le jeu. Vous n'êtes pas obligé d'être à ce chiffre-là. C'est peut-être du fromage Cracker Barrel. Mais si vous êtes dans une autre catégorie, il faut comprendre les promotions dans votre catégorie. Vous devez pouvoir soutenir votre produit. Vous devez aussi soutenir vos clients. Quand vous entrez dans un magasin et vous allez dans le bureau et vous voyez ce dont ils parlent, c'est ce que vous devez livrer au retour. Donc, si vous allez chez les bureaux de Loblaw et vous voyez ce gros panneau au centre qui dit taux de livraison des fournisseurs, bien, il faut que vous satisfiez les normes de livraison. Si vous allez chez Sobeys et ils disent qu'on veut que ce soit cueilli quand c'est frais, mais il faut le communiquer à Sobeys pour leur dire, savez-vous, on vient de récolter jeudi et ça peut être dans vos magasins vendredi. Essayez de comprendre ce qu'ils veulent et ensuite, il faut revenir et l'intégrer dans votre entreprise, de le livrer tel quel. Et quand vous travaillez avec des détaillants, c'est si important d'être sur la même longueur d'onde. Et quand je parle à mes clients, je sais que c'est une relation difficile des fois, mais on doit en venir à un point où on dit tous les deux, « Hey, la réussite, ça veut dire 5 000 caisses. » Parce que si votre version de la réussite, c'est 2 000 et leur version, c'est 8 000, personne ne sera jamais heureux. Donc, il faut s'asseoir et déterminer comment être sur la même longueur d'onde pour que lorsqu'on se parle, on en vienne à une compréhension commune et qu'on se dise, « Ah, OK, là, on a gagné. » Et la dernière chose pour moi au sujet de comprendre son client, c'est que vous devez communiquer avec eux. Et je sais que c'est difficile des fois et personne n'a le temps de se réunir, ils sont trop occupés ou trop ci, trop ça. Donc, essayez de trouver d'autres façons de communiquer avec eux. C'est un exemple d'un de mes clients. Ils sont en Nouvelle-Écosse.
un directeur de catégorie de Loblaw ou Walmart ne leur rendront pas visite. Donc, on s'est dit, on va amener la ferme à eux. À toutes les semaines pendant la saison, on leur donne une mise à jour, on leur présente des gens sur la ferme, on leur envoie des vidéos. On fait toutes sortes de choses pour essayer de leur démontrer ce qui se passe. On n'est pas toujours remercié, ils ne nous envoient pas un courriel, mais au moins, c'est présent et ça développe une réputation. Et là, quand vous les rencontrez, ils vont dire « Ah, j'avais remarqué quelque chose ». Donc, vous devez déterminer comment vous allez communiquer avec vos clients. Donc, pour moi, si vous pouvez trouver cet alignement avec vos clients, si vous pouvez déterminer comment vais-je les comprendre et en faire partie intégrante de votre entreprise, pas simplement dire « Ah, on devrait savoir ce qu'ils font ». Il faut que ça fasse partie de votre entreprise. Envoyez des gens au magasin, qu'ils vous reviennent et vous disent ce qui se passe et ensuite déterminer comment mettre sur pied des programmes pour les appuyer. Je parle pas de renverser de bout en bout votre entreprise, non, mais vous devez comprendre que pour réussir avec les détaillants, que ce soit un gros ou un petit magasin de spécialité, il faut soutenir leur positionnement dans le marché. Et ensuite, il faut en venir au point où vous êtes d'accord avec ce qu'est le succès, parce que vous avez besoin d'un point de vue commun sur la réussite. Et il faut communiquer. Et il faut des fois surcommuniquer dans le marché actuel. Donc, quand vous pouvez faire ces 4 choses, vous allez avoir une meilleure chance de faire en sorte que les produits que vous avez mis tant d'efforts à produire se retrouvent dans le panier d'épicerie. Parce que, comme je l'ai dit au début, si tous vos produits ne se retrouvent pas dans le panier d'épicerie, vous n'avez rien gagné. Vous ne gagnez pas. Donc, le prochain ingrédient dans notre recette, c'est un plan de détail. Voyez-vous, c'est votre rôle de vendre votre produit. Si je me souviens à mon expérience chez Loblaw, mon rôle, c'était de remplir les paniers. Et je déteste le dire, mais la vérité est que je me fichais que ce soit votre produit ou votre produit ou votre produit. Moi, ce qu'il fallait, c'est que je remplisse un panier d'épicerie. C'est votre rôle de vous assurer que ce sont vos produits qui vont se retrouver dans le panier. Voici mes 3 enfants. Vous avez rencontré Grace un peu plus tôt. Grace est à gauche. Grace a 11 ans. Grace aime la gymnastique sportive. Elle joue aussi au soccer. Et elle utilise quelque chose que je ne connais pas qui s'appelle Instagram. Vous êtes censé rire quand je dis ça. Voilà Georgia au milieu. Georgia a 12 ans, presque 13. Georgia aime la danse. S'il y a une bébite dans la maison, elle va la prendre, la mettre sur un Kleenex et la libérer à l'extérieur. Elle fait bien ses devoirs et elle pratique la flûte. Et à droite, il y a Will. Will a 18 ans. 6 pieds 2, 290 livres. Quoi? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Je ne sais pas. Il a mangé beaucoup de bonnes protéines. Bon, Will est un gros joueur de football. Il est au milieu maintenant en train de se demander quelle université il veut aller pour jouer au football. Si vous avez des connexions à l'Université Laval, il aimerait bien vous parler. Will, son monde tourne autour du football, le salle d'entraînement et le téléphone, et l'accès à une voiture. Alors, pourquoi je vous parle de mes 3 enfants? Mes 3 enfants ont tous grandi dans la même communauté, ont les mêmes valeurs, mais quand je veux qu'un d'entre eux fasse quelque chose, il faut que j'aie une stratégie très différente comparée à quand je veux que ce soit un autre. Donc, si je veux que Grace aille promener le chien, il faut que je dise « Grace, il faut que tu éteignes ton ordi et que tu ailles promener le chien tout de suite. » Elle va dire « Oui, mais… » Là, je vais dire « Grace, le chien a besoin d'aller prendre une marche et c'est ton tour. » Si c'est Georgia, je vais dire « Georgia, c'est à ton tour de promener le chien mercredi. » « Ah, d'accord, oui, je vais aller le promener. » Et Will, c'est une autre histoire, on y reviendra.
Les détaillants, vos clients, sont comme mes 3 enfants. Ils essaient tous de vendre de la nourriture, mais ils ont leur propre façon de le faire. Donc, dans votre entreprise et avec les producteurs et transformateurs avec lesquels vous travaillez, vous avez besoin d'avoir votre propre stratégie pour travailler avec ces détaillants. Je sais que vous voulez leur vendre le même produit, mais la façon de le faire est différente dépendamment de leurs clients. Donc, vous avez besoin de différentes stratégies en fonction du client. Et la prochaine chose qu'il faut comprendre dans votre industrie, c'est qu'est-ce que vous avez les moyens de vous permettre. Quand j'étais chez Loblaw, c'était mon rôle d'essayer d'extraire de l'argent de tous les transformateurs et producteurs qui voulaient me vendre. Donc, je devais m'assurer de pouvoir le faire. Ça faisait partie de ma tâche. Donc, vous avez besoin de savoir ce que vous avez les moyens de vous payer avant d'y aller. Et ne dépensez pas trop, sinon vous allez vous mettre en faillite. Donc, la prochaine chose, c'est qu'il faut être proactif. Il faut trouver des occasions qui fonctionnent avec les détaillants. Alors ça, c'est Tesco du Royaume-Uni qui est bombardé avec toutes sortes de magasins à escompte dans son marché. Donc, plutôt que d'essayer de vendre des bleuets meilleur marché, ils ont mis des bleuets, des fraises et des framboises ensemble. Donc, tout d'un coup, on ne compétitionne pas pour un litre de bleuets, mais pour un panier de fruits. Ils peuvent augmenter le prix. Voici un autre exemple d'être proactif. Pourquoi Procter & Gamble ont-ils introduit des pods? Pourquoi les détaillants aiment-ils ces petits sachets? Habituellement, les gens disent « Ah, OK, c'est une question de contrôle de dose, etc. » Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ne remplissent pas la tasse à mesurer jusqu'à la ligne. Dans les 48 brassées sur l'emballage, vous essayez d'en obtenir 56. Vous ne voulez pas lever la main, mais je sais qu'il y en a qui le font. Donc, quand Tide a développé les pods, ils ont dit, on va éliminer ça parce que 48 pastilles, c'est 48 brassées. Donc là, c'est parfait. On va en vendre plus parce qu'avant, les gens avaient 56 brassées de leur bouteille de 46 brassées de Tide. Et les détaillants aiment cette innovation-là aussi. Vous devez passer à l'action, exécuter. C'est très important pour vous de livrer la marchandise. Il y a quelques années, j'amenais des échantillons à un détaillant et je suis allé à l'aéroport d'Halifax et je les avais dans une glacière en styrofoam. Mais la personne à WestJet a dit « Désolé, on ne peut pas vous permettre de le mettre sur l'avion. Il va falloir avoir une boîte de carton. » Alors, je me suis dit « Ah, vraiment? Ah, je déteste vous prendre l'avion. » Donc, il a dit « Allez à Clearwater, un magasin de fruits de la mer à l'aéroport d'Halifax. Ils ont des boîtes. » Donc, j'y suis allé. La dame a dit « Vous ne pouvez pas acheter une boîte. » Oui, mais je veux juste mettre ce jus dans une boîte pour que je puisse l'enregistrer sur l'avion. Non, vous n'avez pas le droit de prendre nos boîtes. Donc, je me dis, ah oui, vraiment, je connais des gens comme Clearwater. Donc, je suis allé de l'autre côté de l'allée. Vous avez peut-être vu Hudson News à l'aéroport. Pour moi, Hudson News, c'est là où on achète un paquet de gomme ou des revues hors de prix. Mais l'agent que j'ai vu là, qui était très gentil, a dit, son nom était Emily, a dit, ah oui, bien sûr, laissez-moi vous aider. Donc, elle m'a aidé, on a tout emballé. Et j'ai mis mon jus sur l'avion et je suis parti. Et quand je suis allé à la porte, j'ai dit, Peter, tu as fait la bonne chose. Tu aurais dû remercier. J'ai envoyé un courriel au Hudson News et en moins de 5 minutes, j'ai reçu un courriel. La personne a dit, ah, merci, Peter, d'avoir partagé votre expérience à l'aéroport de Halifax à Hudson News. Notre expérience de marque, c'est d'être le meilleur ami du voyageur et à notre avis, Emily l'a fait pour vous. Et maintenant, quand je vais à Hudson News, je ne pense pas aux gommes qui nous vendent 5 $. Je me dis, hey, c'est mon meilleur ami. Donc, est-ce que votre marque livre ce genre d'expérience, oui ou non? Donc, si vous avez un plan de détail, de distribution, et vous êtes capable de vous assurer d'avoir une stratégie bien personnalisée pour chaque client, et que vous comprenez bien ce que vous avez les moyens de vous permettre et qu'ensuite vous êtes proactif, vous amenez des idées intéressantes à la table et vous en passez à l'action, vous avez une meilleure chance de faire en sorte que votre produit va se retrouver dans le panier d'épicerie. Et le dernier ingrédient, et comme je l'ai dit au début, c'est le plus difficile, c'est la confiance totale. Si vous pouvez en venir à un point où vous livrez de la qualité et du prix et de l'expérience aux consommateurs aujourd'hui, ils vont vous faire confiance parce qu'ils vont le partager, ils vont le dire à leurs amis.
mais c'est l'expérience qui devient de plus en plus importante. Donc, livrez-vous cette marchandise. C'est là où vous allez obtenir la confiance du consommateur. Mais ça ne se termine pas là. Nous savons aussi maintenant que nous avons une nouvelle forme de confiance dans le marché. Ça, c'est un site Web d'une compagnie de fruits et légumes qui vend sur Internet à Manhattan et leur directrice du marketing a déjà donné une conférence et elle a dit « c'est si incroyable, ils peuvent introduire un nouvel agrume que personne ne connaît et ils vont le vendre en moins d'une heure parce que les consommateurs ont confiance en eux. Ils ont développé cette confiance sur Internet. Ils n'ont pas besoin de le sentir ou de le presser. Ils ont acquis la confiance de leurs consommateurs. Donc, c'est une nouvelle façon de développer la confiance. Mais la confiance, pour moi, c'est ce que j'appelle le triangle de la confiance entre le consommateur, le fournisseur et le commerçant. Et quand vous obtenez ce triangle de la confiance, c'est là où ça devient de la magie. Parce qu'on ne se bat pas pour des scènes. On ne parle plus de comment va-t-on vendre plus. Comment va-t-on faire en sorte que davantage de produits se retrouvent dans le panier d'épicerie? Mais quand vous pouvez gérer ce triangle de la confiance, et je l'ai vu se produire, ça peut être très efficace. Donc, si vous le voulez, si vous voulez que davantage des produits que vous travaillez si fort à produire, vous devez comprendre et vous devez déterminer cette expérience. Est-ce qu'on livre cette expérience? Cette nouvelle confiance, est-ce qu'on a cette nouvelle version de la confiance? Et ensuite, est-ce que vous travaillez sur ce triangle de la confiance entre vous et le consommateur et le détaillant? Et la dernière composante de la confiance, c'est vous. La confiance est très individuelle. Je ne peux pas vous dire comment faire confiance en quelqu'un. C'est à vous à le déterminer. C'est vous qui devez déterminer quel détaillant va vous inspirer confiance. Et quand ça fonctionne, vous avez beaucoup plus de chances de faire en sorte que votre produit va se retrouver dans son panier d'épicerie. Quand j'étais chez Loblaw, j'étais dans le département des produits saisonniers. À l'époque, on avait 12 fournisseurs qui approvisionnaient nos centres de jardin. C'était beaucoup trop. Un de mes rôles, c'est que je devais dire aux fournisseurs qu'ils étaient maintenant exclus. Jamais pas faire ça, mais il faut le faire quand il faut le faire. Bon. Donc, on a eu une visite des centres jardins, ou des fournisseurs plutôt, moi et Peter Cantley, qui était notre VP des centres jardins, et on rencontrait les gens. Donc, on avait un sur notre liste. On est allé sur une route de campagne, et quand on est rendu à sa ferme, voici ce qu'on a trouvé. Et on s'est dit, oh, la conversation va être rapide. Comment ces gens peuvent-ils produire quoi que ce soit dans ce genre d'installation que l'on pourrait mettre dans nos magasins Loblaw? Donc, ça va être rapidement fait. On va lui dire qu'il est exclu et ça sera fini. Les gens qui étaient là quand on est arrivé, on a commencé à faire le tour et on est entré. Et voici ce qu'on a vu. De la qualité impeccable. Il produisait des paniers suspendus dans ces vieilles serres qui étaient vraiment fantastiques. Peter Cantley a dit « Ah, moi, je serais prêt à vendre ça à Toronto. » Et quand les gens de Loblaw disent hey, « Je le prendrai à Toronto », c'est que ça doit être bon. Donc, on a commencé à se dire « Je me demande ce qui se passe ici. » Donc, les gens qui étaient les propriétaires sont venus nous voir et on a commencé à leur parler. Et ils ont dit « Savez-vous, on se disait que votre programme a besoin de changer parce que les consommateurs dans les centres de jardin qui veulent magasiner dans un supermarché, voici ce qui les intéresse. Et voici des choses que nous, on devrait penser à faire pour votre entreprise. Et ce sont des choses que nous, on pourrait faire pour faire en sorte que les centres de jardin Loblaw soient plus efficaces et soient un endroit agréable au magasiner. Et Peter et moi, on se disait, wow! Peut-être que notre décision est mauvaise d'exclure ces gens-là. Donc, on a eu une petite conversation. Et ensuite, ils se sont dit, oh, avant que vous jasiez, on veut partager avec vous que notre fille va prendre le contrôle de l'entreprise. Donc, ça va être la prochaine génération. Et voici les autres choses qu'on pourrait faire avec vous. Donc, on a dit, écoutez, on aimerait vous offrir une plus grosse portion de la tarte. Et ils ont dit, ah oui, vraiment? Parce qu'ils fournissaient environ 5 magasins à l'époque. On leur a dit qu'on aimerait qu'ils fournissent 55 magasins. Donc, on leur a donné 2 semaines pour y réfléchir et on est retourné
Et on a dit, si vous voulez le faire, on va trouver une façon après 2 semaines. Mais décidez entre vous si c'est bon pour votre entreprise. On est retourné 2 semaines plus tard. Ils avaient un plan complet sur comment ils allaient desservir nos magasins. On est allé dans leur cuisine, il y avait une carte de l'Atlantique, des punaises pour chacun de nos magasins. Et ils avaient un plan complet pour que l'on puisse réussir. Et on savait qu'on pouvait leur faire confiance parce qu'ils avaient tout ficelé. Ils comprenaient le consommateur, ils ont compris l'alignement, ils ont développé un plan de détail et on savait qu'on pourrait leur faire confiance. Si on retournait à leurs installations aujourd'hui, voici ce que l'on verrait. On leur a aussi le programme de Pâques et de poinsettias à Noël pour qu'ils puissent faire travailler leurs employés pendant 12 mois. Donc, ça arrive quand vous trouvez les bonnes occasions. Donc, est-ce que je veux que vous soyez exquifoyés? Oui, je veux que vous soyez enthousiaste des occasions, mais je veux aussi que vous ayez peur parce que l'industrie change si vite, il faut être devant les clients et les consommateurs et suivre la vague. Mais en bout de ligne, je veux vous rappeler que ce n'est pas une question de fabriquer d'excellents produits pour les vendre, c'est plutôt de vendre d'excellents produits que vous fabriquez. Merci.